Salwa Ben Agmou, je vous propose d'accueillir dans quelques instants à la fois votre collègue Martine de Paris, ainsi que Éric Luc et Maëlle Filleul. Alors, il y a deux collègues qui vont intervenir pour la table ronde. Une, c'est Marie-Catherine. Ah d'accord, ok. Marie-Catherine. Ok, alors ça n'empêche pas Maëlle Filleul et Éric Luc de nous rejoindre sur cette estrade pour la première table ronde. Voilà, on va peut-être donner la voix à nos deux invités qui seront en charge de rebondir sur le propos restitué de nos chercheurs. Du côté des franchiseurs, Maëlle Filleul, bonjour d'abord. Vous avez un petit micro autour de vous. Alors, est-ce que Éric va vous doter du sien? Voilà, on fait un jeu de pistes. Bonjour à vous. Bruno. Salut. Un petit propos d'étape. Vous avez entendu ce début d'après-midi du côté d'Yves Rocher que vous représentez en tant que chargé du recrutement retail. Qu'est-ce que vous avez envie de partager ? Alors, ce que je souhaite partager aujourd'hui, c'est en effet un constat qui est totalement en phase avec tout ce qui a pu être dit aussi bien par Agnès, par Véronique que par les chercheurs. C'est-à-dire qu'on est au sein d'une... Enfin, je fais partie en tout cas d'un groupe et d'une marque dont c'est l'ADN. Donc, c'est facile pour moi quelque part. Bon, la nature et l'ADN. Hein. Oui, l'exploitation de la nature d'ailleurs. Exactement. Et de ce fait, ça va vraiment dans le sens de l'histoire en tout cas. Et c'est vraiment porté, je pense qu'on va en parler avec les chercheurs aussi, par notre tête de réseau, par Brice Rocher, mais bien avant lui, par Monsieur Yves Rocher, puisque c'était la base même de la volonté de Monsieur Rocher. Éric Luc, vous êtes représentant de Fiducial, expert comptable. Vous avez découvert la RSE lors d'une étrange affaire. C'était il y a plusieurs années chez Classcroute, dont vous étiez un salarié à l'époque ? Pas du tout. Comme Véronique, j'ai une vie antérieure à la franchise et je travaillais pour un groupe financier qui s'appelle Avril. C'est la terre pour vous. Je pense que Madame Rambaud connaît bien. Et on était actionnaire minoritaire d'un jeune réseau de franchise. C'était en 2000-2001 et on m'a demandé d'étudier le remplacement des couverts en inox par des couverts en bambou. Voilà, et c'est là où tout a commencé pour vous, voilà, puisque vous avez découvert ce vaste champ de la RSE. Aujourd'hui, avec quelles questions vous vous promenez, disons, quelle est un peu l'interrogation qui vous tonifie quand vous raisonnez sur la RSE ? Ça va être l'obligation par rapport à la volonté. Voilà. Donc, en France ou en Europe, dans le monde, il faut des carottes, mais il y a des gendarmes. Et pour l'instant, je vois mal où sont les gendarmes. Je vois bien les carottes. C'est environnemental, c'est sociétal. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Mais la volonté d'avancer tous en même temps. Et quand je vois les résultats de la COP26, je suis un peu dubitatif sur la volonté d'avancer pour tout le monde. On va se tourner et Madame Rambaud, je vous propose de garder encore un petit peu peut-être vos désirs de partage. Je voulais savoir si on pouvait avoir un micro. Oui, alors effectivement, c'est le combat qui se mène dans les coulisses. Je garde le mien. Voilà, l'équipe de recherche en tout cas est au complet et je lui propose de prendre la parole en s'auto-désignant puisqu'il y a des jeux de visages qui nous échappent un petit peu. Bonjour mesdames. Alors, je suis assis sur un micro. Ah, c'est lui, il couvait son micro. Voilà, alors, on est parti, montre en main, sur 15 minutes. Je sais que vous avez chronométré votre intervention. Top départ. Ok, merci. Donc, je suis Marie-Catherine Paquier, puisque vous ne savez pas qui je suis. Donc, cette première table ronde s'intéresse aux parties prenantes internes, à savoir les têtes de réseau et les franchisés. Et nous avons mené notre recherche en 2 étapes. Une première étape exploratoire destinée à laisser les étonnements surgir d'une première investigation et une deuxième étape plus approfondie que Martine présentera juste après moi. Alors pour cette étape exploratoire, notre objectif a été de nous référer au site internet des têtes de réseau pour voir quel type d'actions RSE sont particulièrement mises en avant. Ce ne sont pas forcément toutes les actions réalisées par les têtes de réseau, mais celles qui sont mises en avant, c'est celles sur lesquelles on va communiquer. Nous avons donc pour cela analysé 58 sites internet de 58 enseignes, répartis en 14 secteurs, à l'aide d'une grille d'analyse uniforme, évidemment pour que les choses soient comparables. Et cette grille d'analyse nous a permis d'identifier les actions qui étaient soit environnementales, sociales ou sociétales,
qu'elle soit menée en interne dans le réseau, ou bien en externe auprès des fournisseurs pour tout ce qui est supply chain, pour faire rapidement, auprès des consommateurs ou auprès d'autres parties prenantes externes comme les collectivités locales ou associations. On se retrouve donc avec des grilles d'analyse, et je vais être très rapide mais très visuelle, et pour cela très visuelle en termes de résultats. On vous a mis là 6 grilles d'analyse qui synthétisent en fait pour 6 secteurs différents le nombre moyen d'actions mises en avant sur les sites internet par enseigne. Et ce qui ressort et qui est très intéressant et qui rejoint les propos de l'introduction de tout à l'heure, c'est que selon les secteurs et même selon les enseignes, si on procède à la même analyse plus détaillée, le type d'actions mis en avant et le nombre moyen d'actions mis en avant par chaque enseigne est très différent d'un secteur à l'autre. On voit que pour certains secteurs, ce sont surtout des actions environnementales qui sont mises en avant. C'est en haut à gauche, enfin, environnemental, c'est la première ligne, et on voit en haut à gauche, par exemple, concernant le réseau. Pour d'autres secteurs, beaucoup moins de communication faite en général. Donc cette première observation, je ne vais pas la détailler davantage, mais nous a mis sur la piste de cette très grande hétérogénéité des acceptions de la RSE, d'où l'importance de creuser dans la deuxième partie de la recherche que va présenter Martine. Et l'autre élément d'étonnement, c'est qu'en faisant le top 4, là j'ai aggloméré tous les secteurs, on se rend compte que les actions les plus mises en avant sont les actions environnementales concernant le réseau, à savoir économie d'énergie, gestion des déchets, etc., ce que vous mentionniez, Madame, tout à l'heure. En deuxième lieu, toujours au niveau environnemental, les actions concernant la supply chain management, donc, mais toujours au niveau environnemental et non pas social, hein. Donc on imagine tous les contrôles et les audits environnementaux chez les fournisseurs. En troisième lieu, au niveau social dans le réseau, bon, c'est un peu un pléonasme, le fait de respecter la loi, en fait on a observé ça, c'est l'inclusion, la diversité, etc. Et en quatrième position, les actions dites sociétales qui intègrent des parties prenantes externes secondaires. Un grand oublié, c'est le client. On a très très peu d'actions RSE mises en avant sur les sites internet des têtes de réseau qui intègrent le client d'une façon ou d'une autre. Donc en synthèse, les deux enseignements de cette première recherche exploratoire sont la grande hétérogénéité des acceptions, et je vais donc laisser la parole à Martine pour justement montrer quelle est cette acception de la RSE des franchiseurs et franchisés, et puis le consommateur, et ce sera l'objet de la table ronde numéro 2 qui sera présentée tout à l'heure. Alors, vous voulez... Non, celui-ci, non, il ne marche pas. Très bien. Donc, vous l'avez compris. Donc, moi, je vais vous présenter donc l'étude qui a été faite auprès donc des franchiseurs et des franchisés. Donc, au total, nous avons mené 39 entretiens, 24 enseignes, 24 réseaux différents ont été interrogés, 27 enseignes plus précisément au total, répartis 23 franchiseurs et 16 franchisés. Nous avons essayé nous avons voulu avoir une représentativité au niveau des secteurs que nous avons donc interrogés, à savoir les secteurs représentant la nomenclature donc de la FFF, et en essayant d'avoir tout le temps au moins 2 enseignes par secteur interrogé, et en ayant une diversité des réseaux au niveau de leur ancienneté, taille, mixité. Alors, nous avons utilisé 2 logiciels donc pour faire cette analyse, et une analyse lexicale, une analyse thématique. Nous vous présentons aujourd'hui l'analyse thématique. L'ensemble des analyses figurant sont présentes donc dans le rapport écrit. L'objectif de cette étude, donc comme on l'a dit, analyser donc la perception de la RSE par les franchiseurs et les franchisés, état des lieux donc des pratiques, différences, ressemblances, état des lieux des processus de déploiement, et puis un lien avec les fondamentaux de la franchise pour arriver à une vision plus prospective. Alors, qu'est-ce qu'on obtient comme élément intéressant ? Déjà, le premier élément, c'est de savoir que RSE, l'acronyme, on en a beaucoup parlé depuis le début. Effectivement, quand on demande aux personnes de nous en parler, c'est pas si évident.
qu'est-ce qui revêt du champ social, qu'est-ce qui revêt du champ sociétal. C'est pas évident pour tout le monde. L'environnemental, ça va à peu près, mais pour les autres, c'est un peu compliqué. Merci. Je reviens. Donc la perception, au niveau des franchiseurs, on a tout eu. L'absence de perception, je vous laisse découvrir donc les verbatims qu'on a sélectionnés. Perception négative, c'est du marketing. Perception positive, donc on rejoint la dimension de conviction. C'est une conviction, elle est partagée entre nous. C'est des choses qu'on va retrouver également au niveau du franchisé. Ça évoque la notion de responsabilité, élément très fort. Et puis, dimension négative, voilà, c'est OK, c'est bien beau, mais finalement, pour le business, concrètement, comment est-ce que ça va impacter mon business ? Bon. Pour rappel, les entretiens ont été réalisés entre premier et deuxième confinement, donc il y a juste à peu près la même période que cette année, mais un an plus tôt, donc la notion de business était importante. Donc au niveau des dimensions, effectivement, un réseau qui va être beaucoup plus impliqué au niveau de la traçabilité des produits, qui va être fabricant de ces produits, qui va être plus dans des produits finis que dans des services. La dimension environnementale va être marquée, elle va apparaître tout de suite, surtout au niveau du franchiseur. Elle va apparaître aussi au niveau du franchisé, dans le cadre un cadre, une obligation qu'il va avoir pour la gestion des déchets, la gestion des invendus, par exemple. La dimension sociale, elle va apparaître aussi bien du côté du franchiseur que du franchisé. Et là, ça fait vraiment écho. Le franchiseur, il est entrepreneur. Donc, il a un devoir dans cette dimension sociale vis-à-vis de ses équipes, de la même façon que le franchiseur vis-à-vis de ses collaborateurs. Ça semble assez naturel. C'est une des spécificités du modèle franchise. Par contre, au niveau de la dimension sociétale, dans les réseaux interrogés, on a des très fortes différences entre les franchiseurs et les franchisés. Pour les franchiseurs, cette dimension sociétale, elle est compliquée souvent à mettre en place. Elle est souvent assumée par le service communication, quand la RSE passe par le service communication de ces réseaux. Et c'est des procédures qui sont assez longues à mettre en place, parce que derrière, effectivement, il faut embarquer tout le réseau. Par contre, cette dimension sociétale, elle est vraiment, elle se fait naturellement pour les franchisés les plus impliqués. Quand ils peuvent quand ils ont la possibilité sur place de mettre en place des initiatives locales, là on voit bien les franchisés qui sont complètement intégrés dans leur tissu local et qui vont être très très fiers de mettre en place des actions, que ce soit au niveau associatif, culturel, sportif, sous forme de maraude, etc. On a eu de très beaux exemples à ce sujet. Et on voit là encore pour les franchisés que cette dimension sociétale, ce sont des actions qui sont simples, qui sont concrètes et qui montrent autant la responsabilité que l'autonomie que le franchisé va déployer donc dans son écosystème local. Que je ne me trompe pas, c'est bon. Deuxième point, les motifs de l'engagement RSE. Alors que nous disent les franchiseurs ? On voit bien, on a deux parties. On a la partie du haut où c'est quelque chose qui est un peu la doctrine du réseau. Ça peut être un positionnement, récent ou pas. Ça peut être vraiment dans l'ADN. Donc si c'est dans l'ADN, ça va faire écho avec l'EAM dont on parle beaucoup. Donc vraiment la vocation du réseau. Voilà, mon associé et moi, on a cette fibre sociale et sociétale depuis le début. Donc ça peut être aussi un positionnement, là encore, quelque chose qui remonte un peu à l'origine de la marque enseigne. Et puis sur la partie basse, on est plutôt sur la partie réglementaire induite par le marché, tant au niveau de la réglementation qu'au niveau de la pression donc des consommateurs, qui peut être plus forte dans certains secteurs. On a parlé de l'alimentaire en introduction, c'est apparu aussi dans nos résultats, mais pas que. Côté franchisé, il y a des points communs. La réglementation, elle est là. Donc la partie contrainte, elle apparaît au niveau du marché réglementaire et des consommateurs, parce que le franchisé, il est au plus près de ce consommateur. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les motifs personnels arrivent en premier. Donc on retrouve encore cette démarche citoyenne qui fait que, effectivement, le franchisé, déjà, il porte en lui donc ces valeurs-là, qui soient appuyées par le positionnement de l'enseigne, si tel est le cas.
Mince, c'est bon. Attendez, excusez-moi. Non, c'est bon. Au niveau du management, de façon sans surprise, on a 3 modes de management et on peut le comprendre. Le management descendant, un peu en silo, est la forme la plus courante, avec une hétérogénéité au niveau des modes de management. Voilà, le franchisé n'est que la suite logique de ce qui est fait au siège. C'est la vitrine, puisque c'est le dernier maillon auprès donc des clients. Et il a un devoir, ce franchisé, de tenir le même discours que la tête de réseau. Toutes les initiatives individuelles dont je vous ai parlé avant de la part du franchisé, effectivement, parfois ces routines des franchisés peuvent servir pour la tête de réseau. Et c'est là où on a des franchisés qui vont être ambassadeurs sur leur territoire. Et ce sont des réseaux qui vont avoir un mode de management plutôt ascendant. Management co-construit, finalement, on le retrouve peu. Voilà, nos franchisés ont une vision directe des consommateurs. Ce sont nos leviers d'alerte, donc ils sont là pour remonter de l'information. Mais on voit bien qu'en l'absence d'un cadre bien défini, cette autonomie elle reste peu encadrée. Alors la communication, c'est un sujet très sensible. On a parlé tout à l'heure de greenwashing, c'est un sujet qui a été très très sensible. Pourquoi ? Parce que effectivement, il y a des réseaux qui se disent pourquoi communiquer ? Ça peut être mettre l'accent sur ce qu'on fait de moins bien. On communiquera plus tard quand on sera suffisamment cadré et structuré dans notre démarche. Bon, ce qu'on a relevé au niveau des sous-thèmes dans la communication, c'est que les motivations et les freins vont être propres à chaque réseau, ça va être propre à l'histoire de chaque réseau. Cette communication interne, elle est surtout à vocation pédagogique au niveau des collaborateurs, au niveau des franchisés, et vous l'avez compris, elle n'est pas systématique. Alors l'impact de la RSE pour les franchiseurs, on voit bien que plus la démarche mise en place au sein des réseaux est cohérente, est en recherche de cohérence, plus elle va se structurer par la tête de réseau. Et plus elle va être structurée, plus elle va apporter de la cohésion et automatiquement l'implication va être remarquée, tant au niveau des collaborateurs qu'au niveau des franchisés. Et pour le franchisé, lui on voit bien qu'il va avoir une fierté d'appartenance à 2 niveaux. Au niveau de son territoire local, puisqu'il est impliqué dans son écosystème local. Donc, il y a une vraie fierté d'appartenance d'abord localement, et ensuite une fierté d'appartenance par rapport au réseau dans lequel il est. Alors, les facteurs clés de succès au niveau des entretiens que nous avons faits, donc c'est quelque chose de factuel, c'est à date. Comme je vous l'ai dit, on a interrogé différents profils, des gens surtout au niveau des franchiseurs. Et finalement, dans les réseaux où on a un responsable RSE, il nous semble qu'effectivement, le rôle est important, et il est important à plusieurs niveaux. Il est important parce que souvent, ce référent RSE, il va être présent dans les CODIR, il va être présent dans les comités de direction. Donc, il va jouer un rôle clé au niveau de la formalisation de la stratégie et de son impulsion au sein du réseau. Ensuite, il va être le relais de transmission pour inciter les collaborateurs et les franchisés à adhérer à la démarche, partie prenante interne. Si on va plus loin, si la formalisation de la démarche est plus avancée, son rôle va être le même auprès des parties prenantes extérieures, et on va aller chercher effectivement les fournisseurs et les partenaires dans cette adhésion. Et le 5e point, il va permettre aussi d'anticiper, de ne pas attendre que la loi contraigne et incite à, il va prioriser ses actions et il va les déployer. Alors les difficultés, oui, il y a des difficultés dans les réseaux. Donc beaucoup de franchiseurs nous ont dit notre difficulté majeure, c'est la formalisation. Des actions, on en a, mais voilà, comme je vous l'ai dit, elles sont plutôt déstructurées. Elles sont parfois embryonnaires. On aimerait bien, on n'a pas forcément le temps. Nos difficultés, ce sont nos propres limites, nous dit un franchiseur. Nos moyens
et notre intelligence collective. L'engagement des parties prenantes internes. Une directrice de communication dans un grand groupe avec plusieurs enseignes nous dit « Le frein, c'est que ce n'est pas la priorité dans tous les départements. » Et bien sûr, le coût financier. Mais le coût financier n'est pas apparu en premier élément. Côté franchisé, c'est plutôt les franchisés, alors les plus investis, on est d'accord, qui nous ont dit ce genre de choses. C'est le manque d'engagement. Le manque d'engagement de leur tête de réseau. Oui, ce que vous faites, c'est bien. Mais quid après? Et c'est aussi l'absence d'engagement des autres franchisés. Si on est sur des initiatives locales, etc., à un moment donné, on doit passer l'étape supérieure pour faire fédérer l'ensemble des franchisés. Et dans une moindre mesure, mais ça peut arriver, le manque d'intérêt des clients. Annette nous présentera ça après. Dernier point, donc le modèle franchise est un modèle particulier au niveau donc de ses fondamentaux. Et finalement, au travers de tout ce qu'on a eu comme réponse, qu'est-ce qui peut faire sens avec l'adaptation du savoir-faire? Alors finalement, pas tant de choses que ça. Dans tout ce qu'on nous a raconté au niveau du savoir-faire, spontanément, il n'y a pas tant d'éléments qui font écho avec la notion de savoir-faire. Mais quand on creuse bien, il y a quand même des éléments. On s'aperçoit qu'il y a des outils qui petit à petit commencent à être mis en place. Par exemple, des baromètres, un baromètre social. Par exemple, un cahier des charges. Voilà. La notion de formalisation passe par la mise en place donc, de certains documents, certains outils qui formalisent. Et pour les réseaux les plus avancés, quelques outils de mesure qui vont être insérés dans le savoir-faire. Au niveau de l'accompagnement des franchisés, là en revanche, beaucoup de réseaux nous parlent de pédagogie, c'est-à-dire qu'il y a une vraie dimension de pédagogie, donner du sens et expliquer effectivement la volonté de la tête de réseau. Tant que ces éléments-là ne sont pas expliqués, on ne peut pas avoir de contrôle sur les franchisés. Contrôle des franchisés, il faut avoir donc les outils de mesure pour pouvoir arriver à ces éléments-là. Et si on y arrive, on a ensuite donc l'adaptation du contrat de franchise. On y reviendra plus tard. Alors finalement, cette première étude terrain, qu'est-ce qu'elle nous a apporté à date? Elle nous a permis de classer nos réseaux interrogés en 3 catégories. La première catégorie, c'est les réseaux caractérisés par l'obligation d'agir. Sans surprise, depuis le début de l'après-midi, on parle beaucoup de ce cadre réglementaire. Donc ce sont des réseaux qui font ce qu'il faut faire. Ils sont dans une démarche plutôt défensive pour se mettre en normalité avec la loi. Les deuxièmes réseaux, ce sont des réseaux qui ont la volonté d'agir. Ils ne font pas tout bien. Ils n'ont pas une démarche qui est complètement formalisée. Mais ils ont compris l'intérêt, que la RSE est une opportunité qui pouvait faire sens avec leur stratégie. Et les troisièmes réseaux, ce sont ceux qui vont beaucoup plus loin. C'est les réseaux qu'on a appelés caractérisés par la raison d'agir. C'est-à-dire que la RSE est dans leur ADN, c'est dans la doctrine de ces réseaux-là. Voilà, je vous remercie. Merci Martine de Paris. Maëlle Filleul, vous reconnaissez-vous dans cette typologie ? Et deuxièmement, quel écho et finalement, comment ça se passe chez vous, cette gestion de la RSE? Je précise que vous êtes au recrutement sur 4 régions. Vous recrutez du franchisé pour remplacer du franchisé. Et aujourd'hui, le réseau Yves Rocher, c'est quelques 600 ou 700 points de vente, boutiques, services et produits. Exactement. Alors, sur les 3 items qui viennent d'être cités, assez facile. Vous m'entendez bien ? Oui, ça va. Assez facilement, je me reconnais, bon, c'est plus à l'écran, dans la 3e catégorie, au sein du groupe Yves Rocher, c'est vraiment notre raison d'être. D'ailleurs, la raison d'être qui a été inscrite dans la loi Pacte entreprise à mission, ça a été vraiment de reconnecter les hommes et les femmes à la nature. Donc, on est vraiment dans cette dimension et on adresse un enjeu environnemental. Donc, c'est partagé bien évidemment par la tête de réseau, structuré ensuite au sein de l'unité, on va dire, Yves Rocher France, avec une référente RSE.
Et après, surtout, afin qu'il y ait un alignement, parce que c'est ça qui est important, et de la cohérence aussi par rapport à un réseau de franchise, puisqu'on s'adresse à autant de personnalités qu'on a de public en boutique, c'est d'avoir des relais sur le terrain, c'est-à-dire que tout le monde est embarqué dans cette dimension en tant que collaborateur. Et c'est ça qui fait la force aussi d'une marque vis-à-vis de son réseau, c'est-à-dire qu'on adresse un enjeu à un réseau de franchise, mais on le partage en tant que collaborateur, déjà de façon individuelle. Donc tout est relayé au niveau du siège et après transposé sur le réseau de boutiques. Quelle est l'initiative portée par la marque qui vous semble plus incarner la RSE dans sa diversité, puisqu'on parlait de ses aspects clients, sous-estimés, environnementaux, surprimés, etc. Alors, je vais plutôt faire un focus vraiment franchise, parce qu'au sein du groupe Yves Rocher, on a énormément de manifestations de la RSE. Ce qui est assez emblématique chez nous, qu'on a lancé avec notre référente RSE, c'est un prix pour les franchisés. Ça s'appelle le prix Biodiversité, qui s'adresse en fait à la fois aux franchisés, mais en fait à toute personne membre du réseau Yves Rocher, aussi bien la conseillère esthéticienne que sa franchisée. Et chacun des collaborateurs en magasin peut porter un projet. On adresse plutôt un enjeu environnemental qui est vraiment lié à notre raison d'être. On l'a ouvert un petit peu au niveau du sociétal avec la partie Covid qu'on vient de vivre, puisqu'il y a beaucoup de partenaires qui se sont engagés naturellement et spontanément auprès des hospitaliers, des maisons de retraite, etc. Donc c'est vraiment ce qui aujourd'hui porte le réseau et qui crée aussi une synergie. Parce que forcément, il y a des ambassadrices qui font plus, parce que c'est une individualité à la base. Mais le fait de créer un prix, on reste dans le retail. Donc du coup, c'est aussi challengeant de se dire qu'est-ce que font les unes les autres. Et ça embarque un réseau de façon plus globale. Dans quelques instants, Éric Luc va intervenir à son tour. Ensuite, on aura peut-être une prise de température de la salle, qu'elle soit ici même ou à distance. Et puis, les chercheuses pourront faire une réponse commune à tout cet ensemble de réactions en rafale. Maëlle Filiol, peut-être dans le recrutement que vous avez pu porter, vivre, est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit celui-ci n'a pas la fibre suffisamment RSE pour le groupe, et en dépit de semaines et d'heures et d'heures de conversation, eh bien, il a fallu se rendre à l'évidence, il ne ferait pas partie de votre réseau? Oui, ça fait partie du métier de recruteur. Aujourd'hui, c'est vrai que la dimension RSE est quelque chose de très fort depuis toujours chez Yves Rocher, mais encore plus renforcé par des nouvelles conditions également contractuelles. Et on se doit de préserver le sens de l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un candidat, il est interrogé, challengé dès les premières prises de contact pour voir si effectivement, en termes de valeur, d'engagement, est-ce qu'on va tous aller dans le même sens, parce que c'est comme ça que demain le commerce doit se construire, et c'est ce que notre président aussi attend de nous pour que sa marque aille le plus loin possible et réponde aux exigences du consommateur d'aujourd'hui et de demain. Donc oui, parfois, l'humain n'est pas, c'est pas un long fleuve tranquille, on le sait. On se doit parfois de mettre fin à des process parce que on se rend compte pour X ou Y raison que ça ne collera pas. Alors, c'est pas toujours évident, c'est pas facile de dire non, mais il faut donner du sens à ça. Et c'est de dire non au bon moment, ça préserve la qualité du partenariat et le sens que l'on veut donner au réseau après. La régie m'informe qu'on a déjà 2 propos issus de cette salle à distance qui nous suit. Tout est enregistré, ce sera sur le site de la FFF un peu plus tard. Éric Luc, du côté de ce propos expert, vous êtes un des membres de ce comité scientifique, ce collège scientifique attaché à la FFF depuis 1998, je crois, pas vous, et composé d'une vingtaine de personnes. Comment avez-vous entendu ça en tant qu'expert attaché à la feu. Alors moi, je vais revenir sur la conclusion, où les réseaux sont dans 3 positions. Donc l'obligation, la raison et la volonté. Et en introduction, j'avais dit le gendarme, mais je vais revenir sur l'obligation et je vais faire une réflexion, je vais faire une proposition, et puis je vais poser une question aux experts. Ma réflexion, c'est justement sur cette obligation.
Véronique l'a dit, ça commençait les premiers rapports, on parlait de performance sur la performance durable, une déclaration, donc c'était simplement déclaratif, en 2001 avec les NRE, et ça touchait moins de 500 entreprises. Aujourd'hui, il y a moins de 11 000 entreprises sur les 3 millions d'entreprises en France qui sont concernées par le rapport RSE. Donc c'est extrêmement faible. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce rapport RSE? Il y a des objectifs de développement durable, il y en a 17 qui tournent autour des 5 P, c'est la paix, la planète, la prospérité, le peuple et puis les partenariats. Il a été dit tout à l'heure, c'est que l'Europe a une volonté d'augmenter ce nombre d'entreprises qui auront l'obligation. Et donc, il y a eu le 21 avril 2021 une directive européenne qui veut pousser la stratégie, la gouvernance d'entreprises en diminuant les seuils, puisqu'aujourd'hui, c'est plus de 100 millions de chiffre d'affaires pour pouvoir faire ce rapport RSE. Donc, on va descendre ces seuils et il va y avoir 50 000 entreprises. Donc, on va multiplier par 5. Et on a utilisé le mot, je ne vais pas utiliser le mot anglais, mais c'est le reporting de durabilité. J'ai regardé sur un dictionnaire, aucun de ces deux mots est dans le dictionnaire français. Et par rapport à cette obligation, je me suis posé cette réflexion, mais qui va contrôler? Dès lors qu'on fait un rapport, qui contrôle? Et il y a une guerre aujourd'hui entre Bruxelles et puis les hommes du chiffre que je suis, comme les commissaires aux comptes, pour savoir qui va être le contrôleur. Bruxelles veut que ce soit des gens indépendants des commissaires aux comptes, et les commissaires aux comptes disent que c'est des entreprises qui doivent être parfaitement, qui connaissent parfaitement les entreprises. Donc voilà, ma réflexion, c'est voilà où on va, et c'est applicable à partir des comptes de 2023, donc en 2024. Et donc par rapport à ça, je fais une proposition à Guigra, qui est devant moi, et Véronique, c'est que en introduction, Guigra a dit qu'il y avait dans le code de déontologie européen une démarche RSE. Et pourquoi les réseaux de franchise qui n'atteignent pas ces seuils en compte consolidé pourraient s'appliquer en compte combiné, c'est-à-dire en additionnant le chiffre d'affaires ou les effectifs de leur réseau. Alors je sais que la fédération, on ne veut surtout pas mélanger l'indépendance, mais là on sort de la notion juridique, on est dans le développement durable. Voilà, c'est une réflexion. Et puis ma dernière, ça c'est ma question pour vous, il y a 3 modes pour entreprendre aujourd'hui. Soit vous fabriquez, c'est le cas d'Yves Rocher, soit vous faites du dénégoce, soit vous êtes prestataire de service. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre la nature de l'obligation, la volonté et la raison? Et d'après ce que je comprends chez Yves Rocher, c'est la raison d'être. Et ils sont fabricants. Voilà ma question. Alors, dans la foulée, puisque vous êtes bien équipée, Martine, je vais proposer à Agnès Rambaud d'ajouter une question, plutôt une question d'ailleurs, et puis ensuite de vous autoriser à répondre, et après on prendra le pouls de l'auditoire. Oui, en fait, il y a une chose qui m'apparaît en vous entendant, c'est que si un franchisé décide de s'engager, mais que ses collègues des X villes à côté n'ont pas forcément envie d'y aller, on va quand même avoir des espèces de déperdition d'image. C'est-à-dire que si je vais faire mes courses chez Yves Rocher à Tours et que je suis absolument séduite en tant que consommateur par l'engagement de l'enseigne, et que le même magasin à Angers rend de manière beaucoup moins visible les engagements, ça risque d'être compliqué. Et du coup, ça m'amène à la réflexion que vous avez, je crois, un peu ouverte avec ces réseaux de correspondants. Je sais, par exemple, mais ce ne sont pas forcément des franchises, mais que chez Maison du Monde, Nature et Découverte, etc., il y a des salariés qui consacrent, mettons, 3 à 5% de leur temps pour porter ces démarches. Je trouve qu'il y a quand même une piste intéressante là à creuser autour des réseaux de correspondants dans les réseaux de franchisés. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais... Ouais. Si, c'est très clair. Alors, en termes d'image de marque, bien évidemment que l'ensemble d'un réseau se doit d'être porteur des mêmes valeurs, des mêmes engagements, et ça doit être totalement homogène par rapport au public. Ça, c'est certain. Après, c'est plus dans les démarches, on va dire que dans les démarches en boutique, on a adapté notre savoir-faire. C'est-à-dire qu'on a un guide RSE qui est distribué à l'ensemble de nos partenaires, qui est disponible à tous les salariés. On a également un manifeste
pour des boutiques engagées. En fait, c'est beaucoup de guidelines qui sont là pour accompagner les partenaires qui vont après elles-mêmes accompagner leurs équipes. Donc d'un point de vue image, on se doit effectivement d'être homogène et que pour la cliente, ce soit effectivement les mêmes engagements qu'elle retrouve de partout. Après, par contre, on a des partenaires qui sont plus ou moins moteurs, on va dire, dans leur ville, dans leur association, dans des communautés, dans des activités parallèles. Et là, pour le coup, ce sont plutôt des individualités qui émergent et qui peuvent embarquer d'autres partenaires d'un réseau. Mais bien évidemment qu'à la base, le réseau se doit d'être homogène sur ce niveau-là. Alors, la question d'Éric Luc, elle reste en suspens. Elle sera traitée tout à l'heure par Véronique Discourbuot ou bien par Guy Gras. Martine de Paris. Bon, je ne peux pas y échapper, je crois. Merci, Eric. Alors, je réfléchissais en entendant les conversations. Donc, au travers de nos entretiens, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'effectivement, le secteur d'activité joue un rôle clé. Il semble, dans les réponses qu'on a eues, que les réseaux où la tête de réseau est fabricante de ces produits, et il s'avère que c'est dans ces réseaux-là, il semble, que la formulation de la stratégie est la plus avancée, parce que le cadre réglementaire, ça fait peut-être 1 décennie, voire 2 décennies qu'il induit des changements. Donc automatiquement, on est sur un savoir-faire qui est plutôt standardisé. Et qui dit savoir-faire standardisé, du coup, il y a une ligne de conduite qui est assez claire pour l'ensemble des partenaires. À l'inverse, il semble que dans les réseaux qu'on a interrogés, où on est plutôt sur du service, où on est plutôt sur une offre commerciale personnalisée, plus one-to-one, l'implication du franchisé dans l'offre qu'il va faire va jouer un rôle important. Et là, effectivement, sa dimension et son engagement personnel en termes de RSE va être important parce que ça va conditionner et ça va motiver le choix de la proposition qu'il va faire. On a des exemples dans les réseaux qu'on a interrogés de services, de réseaux qui sont en devenir d'entreprises à mission, qui travaillent dans cette logique-là. Et qui, eux, à l'inverse, au départ, étaient assez light, entre guillemets, sur les profils de recrutement, et qui deviennent beaucoup plus sélectifs, avec effectivement une charte dans le recrutement de leurs futurs partenaires franchisés, de par ces conditions-là, de par cette dimension citoyenne et d'engagement en termes de RSE. Comment je ne sais pas si je réponds à la question. C'est bon ? Comment s'y prendre et on terminera peut-être avec une question de notre auditoire ici présent à Paris. Comment s'y prendre pour créer la politique RSE quand on initie la démarche? Qui a envie de répondre tout de suite, là, spontanément? Non, enfin, on ne va pas prendre plusieurs... Allez-y, Agnès Rambaud. En fait, moi, je vous conseillerais déjà de vous demander avec qui vous voulez la construire. Et l'idéal, c'est de le faire de manière la plus participative possible, parce qu'autrement, c'est dommage de se priver d'un projet qui suscite de l'engouement. Et en fait, c'est un peu ce que Véronique a dit tout à l'heure. Prenez une liste d'enjeux. Prenez, par exemple, les enjeux de l'ISO 26000, c'est plus simple. Et puis, identifiez à l'intérieur de cette liste d'enjeux ceux qui vous concernent en fonction de votre métier. Si vous le pouvez, interroger quelques parties prenantes pour qu'elles puissent vous aider dans cette réflexion. Et donc, vous allez partir, mettons, d'une liste d'enjeux de 40 enjeux, affiner, petit à petit en trouver une douzaine. Et après, vous allez réfléchir à la feuille de route que vous voulez vous donner pour travailler sur ces enjeux sur les 3 à 5 années qui viennent, par exemple. Donc, si je résume... collaboratif, partir d'une liste d'enjeux, faire le tri, hiérarchiser, associer vos parties prenantes à la réflexion. Et puis, dotez-vous d'une feuille de route sur plusieurs années, parce que vous ne ferez pas tout de suite. Et de quelques objectifs et indicateurs. Voilà. Mais ça peut être très simple. Il y a plein de bons bouquins sur le sujet. Ou alors, demandez le guide RSE de Yves Rocher. Voilà. Est-ce que le RSE doit être interne ou externe au CODIR? Qui a un avis tranché là-dessus? Maëlle Filleul. Je me lance. Je pense que ça doit être partagé par la tête de réseau.
nécessairement pour que ça impulse après sur tout le réseau. D'accord, donc plutôt plus il sera proche du... Ouais, on a une très bonne étude qu'on a faite avec l'ORS là-dessus, qui est aussi téléchargeable sur notre site, où on a étudié tous les cas de figure, avantages, inconvénients. Ça s'appelle gouvernance, les acteurs du changement, quelque chose comme ça. L'observatoire de la responsabilité. Oui, l'ORS, c'est l'observatoire de la RSE. Voilà, tout à fait. Monsieur, vous allez être le porteur du dernier mot de cette table ronde et on sera ponctuel. Alors, ma question s'adresse pour Yves Rocher. Vous devez avoir des instances représentatives, des commissions de franchisés, des groupes de travaux, enfin, ce genre de choses. Est-ce qu'il en existe un sur le RSE? Est-ce qu'il comprend des franchisés? Et sinon, pourquoi? Alors, en effet, nous avons des partenaires qui sont rassemblés, ce qui s'appelle le groupement de réflexion et de concertation, donc des partenaires qui sont force de proposition par rapport aux franchiseurs. Alors, à ma connaissance, on n'a pas effectivement encore cette instance à proprement parler. Par contre, effectivement, c'est quelque chose à laquelle on peut réfléchir. Maintenant, on est vraiment dans le dialogue avec nos partenaires. C'est-à-dire que les actions qu'elles peuvent mener, ce qu'elles ont envie de faire, c'est de concert en général avec les directions régionales et ça remonte après jusqu'à la direction Yves Rocher France. Donc, c'est tout à fait quelque chose qui pourrait s'inscrire, en effet, dans des choses qu'on pourrait faire, mais ce n'est pas encore établi à date. Vous imaginez pourquoi ça n'a pas encore été fait ou... Puisque c'est très important chez vous, c'est l'ADN. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en construction encore sur ce sujet-là, on va dire, sur le réseau. Au sein du groupe, c'est vraiment très, très construit. Au sein du réseau, on est encore en train de piloter cette dimension-là de façon à la structurer. Et c'est aussi, je pense, pour laisser quelque part la liberté à nos partenaires aussi de suivre ces engagements un petit peu dans leur tissu local en tant que chef d'entreprise, comme elles ont aussi envie de le faire, en respectant bien entendu les engagements, la musique de fin, les engagements du franchiseur. Mais c'est une réflexion intéressante. Voilà.